on aimerait savoir si vous pensez que les inégalités salariales entre les hommes et les femmes sont dues seulement à la socialisation différentielle. Non, je crois que c'est lié à c'est pour une part lié à la socialisation différentielle, mais c'est surtout lié au rôle attribué aux hommes et aux femmes dans la vie domestique. Au fond, les femmes souffrent d'un handicap professionnel, à compétences égales, elles souffrent d'un handicap professionnel parce qu'elles se sentent plus responsables de la vie familiale, de la vie domestique, de l'éducation des enfants, des soins apportés aux vieux parents, etc., que ne le sentent les hommes. Donc, au bout d'un moment, même quand les femmes et les hommes entrent à égalité dans certaines carrières, au bout d'un moment, les carrières des hommes progressent plus vite que celles des femmes, parce que les femmes sont prises par d'autres tâches. Alors, on peut toujours ramener tout au départ vers la socialisation initiale, mais c'est une forme de... On va chercher toujours une cause qui est avant la cause et avant la cause. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas de socialisation initiale, non, il faut considérer plutôt que ce sont des conditions de vie, des conditions de travail qui finissent par créer des inégalités. Et ça dépend d'ailleurs considérablement des secteurs professionnels. Par exemple, dans l'éducation, quand on reste dans le monde des enseignants, ça ne fait pas vraiment d'écart, les hommes et les femmes. Pas vraiment d'écart, parce que les conditions d'exercice sont compatibles avec le statut de mère de famille. D'accord, mais là vous affirmez que les écarts ne sont pas forcément considérables. Cependant, on a étudié des analyses d'après l'INSEE qui montrent que, par exemple, pour la catégorie supérieure, ceux qui sont dans les cadres et donc professions supérieures, il y a environ 30%. Une femme gagne 30% de moins qu'un homme. Oui, mais parce que là, vous êtes dans ce que je décris, c'est-à-dire vous êtes dans les problèmes qu'on appelle du plafond de verre, c'est-à-dire que quand vous montez, on attend de vous, alors probablement en termes de stéréotypes, des qualités plutôt masculines, entre guillemets, de courage, de décision, enfin je ne sais quoi, même s'il y a beaucoup de femmes dirigeantes, enfin il ne faut pas non plus, c'est pas des exceptions miraculeuses. Mais grosso modo, on attend surtout de vous une disponibilité totale, et les femmes en général sont moins disponibles totalement. Et dans l'équilibre du couple tel qu'il est défini, alors qu'on peut interpréter encore une fois en termes d'aliénation générale, l'équilibre qui se crée est plutôt aux dépens des femmes. On pourrait aussi d'ailleurs s'amuser à retourner le raisonnement, après tout, de dire les hommes, oui mais ils travaillent plus, oui mais ils sont plus exposés, oui mais ils meurent plus vite, oui mais ils sont en moins bonne santé, enfin... Voilà. Quand vous prenez les inégalités, vous êtes dans des systèmes qui finissent par être très complexes. Mais il est vrai que les femmes, dans leur carrière professionnelle, sont handicapées par rapport aux hommes. Mais moi, ce qui me gêne en termes d'inégalité, c'est qu'au fond, quand on raisonne là-dessus, on est toujours les yeux rivés vers les élites. On est très scandalisé parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes ministres, on est très scandalisé parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes au CAC 40, aussi sur d'autres classes. On est très scandalisé parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes cadres supérieurs, on n'est pas scandalisé quand les femmes sont les employés les moins bien payés, on n'est pas scandalisé quand les femmes font l'entretien dans le lycée, on n'est pas scandalisé. Il y a quand même quelque chose qui fait qu'on devrait aussi regarder les inégalités en bas. Et pas simplement les inégalités en haut, qui sont au fond toujours dans un modèle élitiste. C'est l'idée qu'il faudrait que les femmes accèdent à l'élite autant que les hommes. Je suis bien d'accord. Mais le vrai scandale, c'est peut-être pas là. Le vrai scandale, c'est que les femmes sont beaucoup plus maltraitées en bas dans la société que ne le sont les hommes. Mais peut-être qu'on raisonne plus volontiers sur les élites et que les sociologues, appartenant eux-mêmes à une forme d'élite, ont les yeux plus rivés sur les élites que sur les catégories les moins favorisées. D'accord. Je voudrais poser également une autre question. Est-ce que vous pensez que le climat de crise actuel ne renforce pas les inégalités, même si auparavant on a connu des inégalités beaucoup plus fortes je viens de consacrer un livre à ça. Voilà, je vous le dis.
qui s'appelle la préférence pour l'inégalité, et qui développe cette idée, qui dit non seulement le climat de crise accentue les inégalités, mais je crois que nous sommes de moins en moins attachés à l'égalité. C'est-à-dire que le développement des inégalités n'est pas simplement un effet mécanique des transformations de l'économie. Je crois que le développement des inégalités vient aussi de ce que nous ne privilégions plus l'égalité. Et donc moi je crois que, au fond, quand on regarde l'histoire, je vous renvoie à Rosan Vallon, à Piketty, à toutes ces choses-là, vous vous rendez compte qu'on a réduit les inégalités pendant 70 ans à peu près, 80 ans pour compter large, que ça a supposé une vraie volonté politique des mouvements sociaux, des syndicats, du management, enfin une volonté, et qu'aujourd'hui on y a renoncé et qu'on dit c'est la faute à la crise. Moi je pense que la crise a peut-être bon dos. Et qu'en réalité, nous avons peut-être renoncé aux inégalités. Après tout, quand vous prenez le monde scolaire, qui est celui dans lequel vous êtes, chaque fois qu'il y a une tentative de politique égalitaire, elle est assez fortement combattue. Si vous touchez aux classes préparatoires, tout le monde devient fou. Si vous touchez aux filières hiérarchisées, S, ES, etc., tout le monde devient fou. Peut-être qu'on n'aime pas tant l'égalité que ça. Voilà. Et que c'est pas, si vous voulez, ce que je conteste, c'est l'idée les inégalités se creusent et c'est une fatalité désagréable. Je suis pas sûr que ça soit que ça. Je pense que les inégalités, au fond, beaucoup d'entre elles, nous les produisons nous-mêmes. Donc pour vous, ça serait plus une transition des valeurs, quelque part? C'est plus que ça. C'est lié au fait qu'il est probable que le sentiment le désir d'égalité, puisque le sentiment d'égalité, le désir d'égalité suppose des sentiments de solidarité forts. Au fond, qu'est-ce que c'est le désir d'égalité? C'est que je veux payer des impôts pour des gens que je ne connais pas. Bon. Aujourd'hui, on s'aperçoit quand même que plus personne ne veut payer pour des gens qui ne connaissent pas. D'une certaine façon, je suis très caricatural. Et que donc le désir d'égalité est faible parce que le sentiment de solidarité faiblit. D'accord. J'avais une question moi aussi à échelle plus grande, plus large. Si on prend au niveau de l'Europe, on voit que l'Europe a été faite aussi dans cette notion d'égalité, de regroupement de pays, mais que chaque pays cherche à tirer aussi son épingle du jeu, c'est-à-dire montrer cette puissance, donc, comme on peut dire. Que pensez-vous de cela, qu'il y ait des pays qui attendent que d'autres participent justement à cette... Non, mais je crois que l'Europe a vécu un âge d'or. Moi, je suis très pro-européen. J'en ai assez d'entendre dire que nos malheurs, c'est la faute aux autres. Enfin, je veux dire, il y a un moment où il faut être une grande personne et s'interroger soi-même. Mais grosso modo, l'Europe a fonctionné de façon à peu près harmonieuse pendant des années de croissance. Alors, la croissance a une grande vertu, c'est qu'au fond, elle vous permet de faire des sacrifices qui ne vous coûtent rien. Hein? Quand il y a de la croissance, vous doublez le niveau de vie tous les 15 ans, donc vous pouvez redistribuer sans que personne fasse beaucoup de sacrifices. Depuis que la conjoncture s'est renversée, qu'on est à 1%, 0,5% de croissance, évidemment, chacun est tenté de se replier sur soi-même, et non seulement de se replier, mais d'entrer en concurrence. Aujourd'hui, vous avez du dumping fiscal, du dumping social. Puisque toutes les économies sont interconnectées, par exemple, vous avez une concurrence des États-providence, mais une concurrence des États-providence à la baisse. Et voilà. Alors, moi, le reproche que je ferai aux hommes politiques, de quelque bord que ce soit, c'est de ne pas relancer la machine européenne, parce que même si la conjoncture n'est pas bonne, je vois pas comment un pays comme le nôtre, qui est 0,8% des habitants de la planète, c'est-à-dire pas beaucoup, moins de 1% des habitants de la planète peut dire je pars dans mon coin et je fais ce que je veux. Ça me paraît vraiment très 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 difficile. Et c'est vrai que là, on peut reprocher aux hommes politiques européens, pas seulement français, de ne pas être capables de sortir de la crise, au fond, en refabriquant l'imaginaire européen.
c'est le projet de Giscard d'Estaing avec son dernier Oui, livre mais- Europa. Il Mais veut pourquoi relancer pas Mais cette pourquoi idée. pas Et après tout, quand vous prenez aussi les jeunes générations, comme vous, les gens qui, comme vous, faites des études, etc., vous vous rendez compte que vous êtes d'emblée européen. C'est-à-dire que quand vous allez à Barcelone, vous êtes chez vous, quand vous allez à Rome, vous êtes chez vous, quand vous allez en Allemagne, vous êtes chez vous. Et que le véritable espace dans lequel on vit, c'est quand même celui-là. Et je déplore toutes ces tentatives de repli, de fermeture, parce que je crois que c'est irrationnel, tout simplement. Mais aujourd'hui, chacun roule pour soi. Voilà. Et on en veut beaucoup aux Allemands parce qu'ils roulent pour eux, mais il est vrai aussi qu'on leur demande de payer alors qu'eux ont fait des sacrifices qu'on a refusé de faire avant. Donc, voilà. Merci beaucoup en tout cas pour Merci ce petit beaucoup. moment.